C'est le 11 novembre, effectivement, qu'on est venu nous annoncer la fermeture. On savait qu'on ne ferait pas de vieux os. Ce qui était très dur pour moi, de voir ce bel outil qui disparaissait. Mais c'était inéluctable. On ne gagnait pas de l'argent, il n'y a rien à faire. Ben, j'étais attristé et puis je me suis résigné aussi. Bon, là, on a bien dû se dire, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est une page qui se tourne. C'est une page de 2 siècles. Je voyais ils démontaient les machines et moi je disais, non, la machine, l'usine continuera encore. Jusqu'au moment où on me dit, demain, tu ne viens plus. Alors là, j'ai compris. Le 11 novembre 1993, la fermeture de Belref Andenne est annoncée. Le dernier chapitre d'une longue histoire de la céramique se referme. Une tradition qui n'aurait jamais commencé sans l'existence d'une ressource minérale indispensable, la derle. Alors, la particularité d'Andenne, c'est d'avoir des ressources géologiques particulièrement incroyables. À Andenne, on trouve une grande gamme d'argiles que l'on peut utiliser pour toute une gamme d'applications particulières. Et qui dit argile particulière, dit argile rare. Et les derles, et en particulier les derles blanches, sont des matières premières, des argiles qui sont rares, non seulement en Belgique, mais également dans le monde. Et la particularité à Andenne, c'est d'avoir des argiles très riches en un minéral, très riche en alumine, qui va donner son caractère réfractaire à la matière. Cette singularité se marque surtout par une certaine plasticité et aussi une douceur. Quand on la tourne, par exemple, elle est vraiment très douce et quand on sculpte aussi avec, c'est vraiment très très agréable au toucher. Du coup, le commerce de ces ressources a également été important. En ce qui concerne l'argile, pour en parler plus précisément, il s'agit d'une intensification du commerce au cours du XVIIIe siècle. Et c'est une famille, la famille des Wouters, qui obtiennent le monopole du commerce de cette derle. Dans cette famille, on a un des fils, Joseph, qui voyage beaucoup, qui rencontre beaucoup de monde et qui a cette idée géniale pour Andenne, c'est de créer une manufacture. La première naît en 1783, la deuxième date de 1800. Donc en à peine 17 ans, on a 2 fabriques qui sont là, modernes, de leur temps, installées en bord de Meuse, sur l'axe qui est l'axe de Namur à Liège, qui est exactement le lieu où les entreprises, plus tard au XIXe siècle, vont s'installer. Quand on arrive dans une période plus industrielle, les besoins ne sont plus en vaisselle ou en statuaire. Les besoins vont dans les canalisations, les produits pour les hauts fourneaux, produits réfractaires pour l'industrie du verre. La révolution industrielle marque un développement des arts du feu. Par exemple, pour produire de l'acier, la matière première doit être traitée à des températures élevées. Avec sa haute teneur en alumine, la derle est capable non seulement de résister aux températures extrêmes, mais aussi de contenir cette matière en fusion. De nombreuses entreprises à Andenne vont alors se lancer dans la confection de produits dits réfractaires. Parmi elles, les entreprises Timsonnet, nées en 1822, Pastor Mikkils, fondé en 1836, et enfin Gillet en 1874. Ces 3 sociétés fusionnent en 1925 et forment le groupe TPBG. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne de l'Ouest développe sa propre activité d'extraction des argiles. Il devient donc nécessaire pour TPBG de poursuivre son expansion. C'est ainsi qu'en 1951, elle s'associe à Charleroi-Chaudoir et Alcy réunis et fonde le groupe Belref. Les derniers témoins que nous avons pu retrouver ont connu cette dernière période. Je m'appelle Jean-Marie Pochel, je suis né le 12 janvier 1947 et j'ai un diplôme d'ingénieur industriel en électromécanique. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de suivre une formation, une licence en sécurité et hygiène à l'Université de Liège pour la société. Mon nom est de Strehl Francis, 81 ans. J'ai été
dans ma carrière professionnelle, le Works Manager chez Belref dans la fin de ma carrière. Je suis entré chez Belref en 79. Être ingénieur de maintenance, ça suppose quelle responsabilité? C'est une responsabilité de supervision et de diriger en fait du personnel pour tout ce qui était amélioration, dépannage et ainsi de suite, de tout ce qui était machine technique et ainsi de suite. Et en même temps, j'exerçais déjà à ce moment-là donc le rôle de chef de sécurité. Je m'appelle René Wanson. Je suis né le 18/6/41 à Petit-Waret. Et j'ai commencé à travailler à la société Belref le 22/61 à 7h45. Je m'appelle Boucharov Mohamed, j'ai 65 ans. En arrivant en Belgique, donc j'avais un contrat de travail bien sûr, donc ça, je n'ai pas traîné. J'étais directement à l'usine Belref me présenter, et puis le lendemain j'ai commencé le travail. J'ai commencé à travailler au laboratoire, disons. C'était le passage, disons, pour avoir une certaine formation et connaître un petit peu l'usine. Après 2 mois, 3 mois de travail donc, à l'intérieur de l'usine, j'ai intégré le service laboratoire en remplaçant au passage Jojo, que je salue en mémoire. Je suis passé au service planning. Donc, préparer, disons, les commandes pour les lancer dans l'usine. Et tous les jours, disons, au planning, on établissait un rapport de production avec ce que chaque machine avait fait. Et on calculait le tonnage. Et on voyait toutes les pertes de temps. Les pertes de temps étaient répertoriées par type de perte de temps. Et alors, en fin de mois, on faisait un relevé de tout ce qui restait à faire, de toutes les commandes, pour voir à quel délai on pouvait accepter ultérieurement et voir l'occupation des différentes machines. Il y avait plusieurs qualités dans le catalogue. Et ce que je testais, c'est-à-dire il doit répondre au catalogue de ce qu'on a annoncé aux choses, à l'acheteur. La corrosion, c'est un beau test, qui va reproduire directement, si vous voulez, ce qui se passerait dans une poche d'acier. Donc on monte jusqu'à à peu près 1600 degrés. Donc on a un chalumeau accompagné de l'oxygène et du gaz, on peut arriver jusqu'à 1500, même au-delà. Mais c'était 1600 la température normale. Et puis on introduit une scourie. Une scourie, c'est les saletés qui restaient. Et c'est cette scourie-là qu'on récupère et qu'on me ramène, et que j'introduis donc en contact avec ces briques-là. Et c'est un système qui tourne pour aller manger toutes les briques. Après 2 heures d'écoulement, on arrête la machine. On attend jusqu'à le lendemain, et puis on fait le démontage, et puis on mesure. Et on voit ce que la scorie a bouffé, a mangé, a corrodé, si vous voulez, dans la brique. J'étais dans l'usine en salopette. C'est-à-dire que pour moi, le rendement d'une usine dépend de ce que l'homme peut produire. S'il a un souci, il faut qu'on lui réponde directement à son problème. Les gens se sentirent soutenus. On en tire le maximum. Je m'appelle Natacha Guerra, je suis originaire d'Andennes plus précisément, et je suis la fille de Giovanni Guerra qui a travaillé dans l'entreprise Belref pendant plus de 20 ans. Papa travaillait au service entretien de l'usine, donc parcourant l'usine en entier et y amenant un petit peu sa patte. Il se sentait responsable de beaucoup de choses et avait l'impression que l'usine finalement était un peu son bébé qu'il devait entretenir. Et nous habitions à peu près 100 mètres de l'usine Belref, donc c'était une double chance, donc c'était très facile d'y accéder puisque c'était à côté de la maison. On entend régulièrement les sirènes, quand on est enfant, on les entend régulièrement, puisque ce sont des usines qui travaillent en temps de pause. Et on voit bien que de temps en temps, prendre un peu l'air fait du bien aux ouvriers. Ce sont des images qui marquent quand on est enfant, parce que forcément, on se rend compte qu'il y a un monde derrière ces grands bâtiments. Un monde, mais qu'on ne soupçonne pas, parce que ce n'est pas ouvert. Donc toute l'imagination d'un enfant est là. Que se passe-t-il derrière ?
on avait un contact très humain. Moi, je sais bien que chaque fois que j'arrivais, je faisais mon tour et j'allais serrer la main du personnel ouvrier, même en tant que cadre. Hein, ce sont des êtres humains comme tout le monde, ce sont des gens qui sont là pour gagner leur vie, pour élever une famille. Il y avait le respect de la hiérarchie et cette rigueur de travail, mais on savait aussi, de temps en temps, organiser des petites blagues. Je réalisais un petit bon de commande en disant voilà, d'aller chercher la bulle de rechange pour le niveau d'eau. Et il se présentait au niveau du magasinier, évidemment, il se faisait remballer. Ou d'aller chercher la lime à épaissir. Donc, voilà, des petites blagues, mais gentilles. Les ouvriers ne respectaient parfois surtout en production, mais ils le faisaient. Disons, on aurait dit que c'était nécessaire qu'ils se respectent un petit peu, mais ils le faisaient. Ils le faisaient de bon cœur, disons. Ils aimaient bien travailler. Et pourtant, c'était un travail dur. Hein. Moi, j'avais en plus une mission sociale. J'étais délégué des travailleurs. Pour ainsi dire, je connaissais les problèmes des autres ainsi que les miens. La direction était exigeante avec le personnel, mais elle était exigeante envers elle-même. C'était des exemples. On a passé quelquefois la nuit lorsqu'on faisait des inventaires pour faire les calculs et tout ça, mais la direction était avec nous pour travailler, elle nous accompagnait, tout ça. Étant petite, nous étions invités pour la Saint-Nicolas. Donc les enfants des ouvriers et employés recevaient la Saint-Nicolas. Donc on était reçus dans le réfectoire à l'étage. Je me rappelle du premier étage. On avait un petit ticket qu'on apportait et on avait en échange un cadeau. Les fêtes de Saint-Nicolas étaient réalisées grâce aux bénéfices de distributeurs de boissons. L'usine ne voulait pas en tirer profit, disons, de distributeurs-là. C'est monsieur à lui qui avait dit, ça, c'est pour le personnel, quoi, disons. C'était comment vais-je dire, un moment où la famille retrouvait les époux dans l'enceinte de la société. La Sainte-Barbe avait tout un autre cachet. C'était vraiment la fête c'est la fête du feu. D'ailleurs, au four, au pupitre de commande, il y avait une Sainte-Barbe. C'était aussi le moment où on remettait des décorations. Évidemment, ce sont des journées qui se terminaient très tard, je vous le dis. Dans les années 70, pour assurer son développement, mais également sa survie, Belref s'associera avec 2 entreprises japonaises et fonde le Rotary Nozzle International. En échange du brevet de la busette rotative pour Belref, les Japonais s'offrent le marché européen. C'est-à-dire que dans la cellule de Belref Andenne, il y avait la fabrication des produits réfractaires classiques et une section qui fabriquait des busettes suivant les formules et des produits japonais. C'était des produits qui se mettaient dans la sortie des poches avec des busettes de qualité particulière. Un exemple, ces produits étaient cuits au four à 1500 degrés. Cet outil révolutionnaire parce qu'en fait, c'était un système qui pouvait être commandé à distance et qui s'adaptait à l'extérieur de la poche de coulée, alors qu'avant, c'était une tige qui plongeait dans le bain d'acier, mais qui avait un très grand désavantage, c'est que parfois, une virole pouvait venir à casser et donc finalement mettait la tige de quenouille en contact avec l'acier et donc il y avait parfois rupture. Qui dit rupture dit automatiquement donc l'ouverture de la poche et la coulée. Donc, et puis ce système-là était commandé d'une façon manuelle par une personne située à côté de la poche de coulée, donc qui prenait pas mal de risques à ce moment-là. Oui, elle s'insérait dans une plaque qui tournait. C'était la busette rotative. Il y avait un avantage sur le plan de la sécurité d'employer cet outil? Ah oui, il y avait un très grand avantage, c'est que l'homme n'était plus en contact direct avec la poche et la coulée d'acier.
Belref emprunte également aux Japonais leurs techniques de management et instaure des cercles de qualité qui feront naître leur revue d'entreprise. Belle Revue était un éditorial qui retraçait un peu la vie du personnel, qui retraçait la vie de la société. Et puis il y avait le petit côté amusement, comme des mots croisés ou des blagues, où il y avait le petit coin poète chaque fois aussi, de poésie. Et parfois même de faire découvrir aux gens, même au niveau du personnel même, des investissements que nous réalisions. J'y ai consacré aussi quelques articles, mais même les ouvriers ont participé à des rédactions d'articles dans Belle Revue. Je n'avais pas grand-chose à dire, mais certains délégués ils ont écrit des articles sociaux bouleversantes. C'est-à-dire avec toute la liberté de dire ce qu'ils pensaient à l'époque. Voilà. Tout le monde l'a accueilli. Disons qu'on aimait bien, disons, d'avoir tous les trimestres, je pense, disons, cette petite revue-là dans sa boîte aux lettres. On l'a distribuée même par l'usine, on l'a envoyé. C'est un bel espace d'expression, c'était une bonne initiative aussi. Bonne initiative donc de la part des travailleurs. C'était un petit plus, un petit, comment vais-je dire, un petit apport qu'apportait un peu, un peu de joie dans ces années sombres. Lors des chocs pétroliers de 1973 et 1979, Belref connaîtra ces années sombres. L'activité économique mondiale ralentit. La production céramique est alors impactée. Cette récession sonne le déclin de cette industrie, et ce, malgré la mise en place d'une nouvelle gestion. Je prenais la direction de l'usine, mais avec un impératif de mes supérieurs de réduire le personnel, mais notamment par le biais de la prépension. Parce que c'était vraiment la récession. La preuve en est, c'est qu'à un moment donné, nous avons fait les beaux yeux quand même à la société Hepworth. Ce rachat était perçu un peu avec beaucoup d'anxiété, à savoir évidemment toujours si l'emploi sera maintenu. Et finalement, on s'est aperçu qu'au sein du temps, pour nous, il n'y avait pas vraiment de changement, puisque c'était toujours le même personnel, c'était toujours la même direction, et donc les Anglais ne venaient que très rarement nous rencontrer. Quand ils ont racheté Belref, c'était presque pour moi inéluctable. L'avenir se refermait, la Belgique, la Société Générale de Banque ne nous protégeait plus, et on a quand même encore vécu, si je ne m'abuse, 4-5 ans. Donc au lieu d'aller au chômage, les gens ont encore gagné leur vie. Je crois qu'on faisait croire au personnel qu'une grosse réparation, que c'est un investissement, mais quand vous n'investissez pas à long terme, Le groupe anglais Hepworth Refractories rachète Belref en 1987. Le 11 novembre 1993, privilégiant le site de Saint-Guilain, il annonce la fermeture de la division d'Andenne. Suite à ce séisme social, quelques voix s'élèvent pour sensibiliser la population et les autorités à la préservation de ce patrimoine. On avait eu la chance d'avoir les clés, donc on a parcouru cette usine. On sentait véritablement tout ce travail qui avait été fait avec cœur par tous ces ouvriers qui avaient, pendant de nombreuses années, travaillé dans l'usine. Elle était encore dans un état absolument extraordinaire. Et on l'a visitée à l'époque parce que nous avions l'intention de faire un vernissage d'une biennale de la céramique. Notre objectif, il était de sauvegarder 2 anciens bâtiments qui étaient à front de rue et de les sauvegarder dans le but d'en faire un centre de la céramique. On a pensé qu'avec ce bâtiment de Belref, nous avions véritablement un symbole. Oui, c'était véritablement le symbole de la céramique andenaise, le symbole du travail des ouvriers andennais sur 2 siècles. C'était ça, notre combat.
diverses initiatives ont permis de préserver durablement une partie de la mémoire de Belref. Je me souviens avoir invité tous les anciens de Belref à l'hôtel de ville. C'est au moment où j'ai commencé le projet Bibliothéca Andana. Et je leur ai montré toutes les photos de Belref que j'avais pu glaner de gauche et de droite. Il y en avait quand même quelques centaines. Et c'était des moments extraordinaires parce que tous ces ouvriers revoyaient leur monde du travail avec leur vocabulaire. Et le musée, forcément, a été et est encore, à l'heure actuelle, une institution, un fil conducteur qui nous permet toujours de garder la trace de Belref et d'autres industries céramiques. Donc la population a toujours quand même gardé un lien, d'une certaine manière, mais qui est un lien mémoriel, si je puis dire. Alors jusque 2008, une personne a tenu le coup, il s'agit de Pascal Léonard, avec la piperie Léonard. Il a réussi à capter autour de lui des artistes contemporains. Donc il y avait cette plus-value andenaise de pouvoir donner des conseils à des artistes contemporains. Mais sans une derle andenaise permettant de faire revivre ce savoir-faire ancestral, il manque un élément indispensable. C'est alors que l'entreprise Carmeuse fait la découverte de gisements de derle dans les carrières qu'elle exploite. J'ai étudié les différents matériaux, les différentes caractéristiques de ces matériaux, et on a pu mettre en évidence qu'on avait un produit argileux qui était potentiellement intéressant pour les céramistes. On a pris contact avec le musée de la céramique et avec des particuliers, des personnes qui étaient intéressées de travailler des matériaux locaux, et notamment Madame Anne-Marie Trignon. Et on a pu avoir un feedback sur les qualités de ces différentes derles à la cuisson, à la manipulation. Eh bien, c'est justement Anne Ploumakers, directrice du musée de la céramique à Andenne. Elle me proposait d'expérimenter cette derle retrouvée par Carmeuse pour l'exploiter, l'expérimenter et en faire, si vous voulez, une expérimentation plutôt contemporaine dans l'exploitation de cette argile. Dans cette dynamique, il y avait aussi, je pense, l'Académie des Beaux-Arts de Huy. Qui est venue par après. J'ai été présenter ce que je savais, ce que j'avais expérimenté, et la suite, ils l'ont expérimenté également eux-mêmes. Comment définiriez-vous, ressentez-vous la synergie qui se développe suite à ces découvertes? Je dirais beaucoup de curiosité. Et essayer et un enthousiasme pour faire quelque chose avec quelque chose de nouveau. Et surtout pour des céramistes, expérimenter comme ça une argile inconnue, c'est assez nouveau. Et puis se lancer également un petit peu dans ce produit traditionnel et local aussi, qui est intéressant. Donc ce projet-là, vu son intérêt, a donné l'idée d'aller plus loin dans la démarche. Et c'est ce qu'a fait le musée avec l'Académie de Huy. Un peu simultanément et avant qu'on se retrouve au sein d'un même projet, chacun a exploré cette possibilité d'utiliser la terre. Et ça a fait l'objet d'un projet également qui a mis ensemble des historiens de l'art, des géologues, des archéologues spécialisés en céramologie et des céramistes. Donc on peut voir ici tout l'intérêt du travail autour de cette terre, des artistes contemporains et de ce savoir du passé sans être passéiste. On souhaiterait que cet intérêt des céramistes locaux signe un renouveau de la terre. Néanmoins, l'accès à la terre n'est pas évident, et même si l'intérêt des artistes a dépassé largement les personnes citées au nom d'Anne-Marie Trignon ou de Fabienne Withoff pour l'Académie de Huy et ses étudiantes, on ne sait pas si ce projet va pouvoir continuer.